Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Vincent et moi recevons trois invités aujourd'hui pour parler du Grand Clash 3e édition qui s'annonce être le plus gros événement Age of Sigmar au Canada à avoir lieu en 2021. Donc, on commence avec le nouveau venu sur la chaîne, Marc-André Dalpé. Salut! Salut! Donc, Marc-André est avec nous pour nous parler de l'événement narratif. C'est une nouveauté cette année au Clash. Donc, il va y avoir un événement narratif là, qui va avoir lieu le vendredi. On a aussi Danick Mayotte qui est avec nous pour nous parler de l'événement peinture. Salut Danick. Hello! Et finalement, les habitués de la chaîne le connaissent déjà. Alex, salut. Comment ça va les gars? Super, toi. Yes. Donc, Alex est avec nous pour nous parler, nous présenter le Player's Pack, donc le guide du joueur pour le tournoi. Alors, Marc-André, on va commencer avec toi avec l'événement narratif. Peut-être nous expliquer d'abord c'est quoi cet événement-là, quand est-ce qu'il va avoir lieu là, dans le Grand Clash? Bien, en fait, l'événement narratif, c'est pas vraiment un événement officiel cette année. C'est plutôt un projet pilote que j'avais le goût de faire, qu'on avait pensé, moi puis Alex. C'est un test, en fait, qu'on fait cette année. Puis pour faire ce test-là, il fallait qu'il y ait assez de monde pour avoir des intéressés à un événement narratif. Fait que, tu sais, comme la première année qu'on a fait le Grand Clash avec 40 personnes, ça n'aurait pas été assez de gens pour pouvoir se créer un événement narratif. Puis notre but de faire un test cette année, un projet pilote, c'est dans le but vraiment, en 2022, de faire un grand événement narratif. Fait que c'est un événement narratif qui serait le samedi et dimanche en même temps que le reste du tournoi, si on a assez de joueurs. Fait que cette année, le test, le projet pilote, c'est vraiment pour voir si ça va intéresser les gens. Si ça pogne, si c'est le fun, si le monde embarque, ben, on va pouvoir continuer l'année prochaine avec la suite. Fait que, en gros, cette année, ce qu'on veut faire, on va le faire plus petit, vu que c'est un test. On va faire ça le vendredi. Ça va commencer à 16h. Fait que de base, il faut avoir assez de airlus pour être là le vendredi en plus du samedi, dimanche. Fait que ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils prennent congé le vendredi ou qu'ils arrivent assez tôt le vendredi pour jouer à ça. On va commencer vers 16h. Puis, vu qu'on va garder ça petit, c'est moi puis Yann Miller qui va animer l'événement narratif. Là. On va être les maîtres de jeu. Puis, dans l'animation de tout ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire juste 2 parties pour garder ça petit, pour pas non plus que le monde soit trop fatigué pour le gros tournoi qui suit là, le samedi-dimanche. Fait que le vendredi, on va commencer vers 16h. On va faire 2 petites parties. La première partie, ça va être une partie 2 contre 2. Fait que, tu sais, pour faire différent aussi du tournoi plus compétitif qui est la fin de semaine, que c'est tout du one-on-one. Ce qu'on veut faire le vendredi, on veut faire ça comme plus un jeu plus en gang. Là. Fait qu'on va le faire ça va être des tables 2 contre 2 pour la première partie. Puis la deuxième partie, ça va être des 3 contre 3 ou des 4 contre 4, là, dépendamment combien de joueurs qu'on va être. Fait que pour faire ça, évidemment, là, ça ne sera pas des armées de 2000 points, là, ça ne finirait plus. On finirait à 3 h du matin. Là. Tout le monde a déjà fait des apocalypses à 40K. Là, on sait ça ne finit jamais. Fait que le but, pour être capable de faire ça à plusieurs, c'est qu'on va se faire chacun un personnage. Ceux qui embarquent dans l'événement narratif, là, évidemment, on va se faire chacun un personnage. Puis le personnage, il faut le monter avec le General's Handbook 2020 qui permet qu'il y a des règles pour créer un personnage dans AOS. Fait qu'il y a des règles, puis vous allez pouvoir vous créer un personnage, disons, maximum 200 points et une armée de 500 points pour la première partie. Fait que, chaque joueur va avoir 700 points. Là. Fait que du 2 contre 2, ça va être 1400 contre 1400. Ça rentre bien dans notre temps qu'on a, parce que l'événement, c'est de 4 à 10 à peu près. Fait que la première partie, il va avoir le héros, il va avoir une armée de 500 points. Puis on va demander aux gens de se faire une armée aussi un genre d'armée de renfort de 250 points pour la deuxième partie. La manière que ça va fonctionner, c'est que l'histoire que Yann Miller m'a aidé à monter se passe aux alentours de Nvilgard. Vous avez fait un bon vidéo sur Broken Realms. Là. Ça se passe dans cette narrative-là. Ça va se passer autour de la ville d'Nvilgard. Ça va finir dans la ville. Fait que le but, ça va être d'avoir 4 parties différentes ou 3, là, dépendamment combien de joueurs qu'on va être. Là, on s'attend entre 12 et 16 joueurs, disons, intéressés. Il va y avoir 4 tables
2 contre 2, puis une armée de 500 points, un héros de 200 points maximum bâti sur mesure là, avec le General's Handbook. Puis c'est les survivants de la première partie qui vont pouvoir aller jouer dans la deuxième partie. Quand je parle de survivants, je ne parle pas des joueurs, je parle des unités. Fait que si tu as une unité qui est complètement détruite dans la première partie, c'est une narrative, là. Il est mort, il ne continue pas dans la deuxième partie, il ne va pas se rendre à Nilfgaard. Fait que la première partie, on tient à son 500 points, on a un héros, il faut s'assurer qu'il réussisse sa mission, qu'il réussisse à ramasser. Tu sais, la première partie, ça va être des points importants à prendre aux alentours de la ville. Fait que ça peut être des objets à aller chercher ou tu sais, des points stratégiques. Puis, suite à ça, ceux qui ont survécu vont pouvoir continuer dans la deuxième partie, amener leur renfort de 250 points. Fait que c'est sûr que peu importe ce qui se passe, si tu te fais tabler, mettons, la première partie, tu vas au moins jouer avec 250 points dans la deuxième, là, même si c'est pas gros. Mais la deuxième partie, c'est quand même du 4 contre 4. Fait que, on s'entend que ça va quand même faire beaucoup de monde chaque bord de la table. La deuxième partie va être comme la grosse finale du petit événement narratif qu'on fait. Fait que tout ça il va y avoir une histoire de bâtie autour de ça. On a déjà commencé à l'écrire. Puis il nous reste les scénarios là, à peaufiner, là, puis avoir vraiment les 4 scénarios des 4 tables, 2 contre 2 qui va arriver en première partie. Puis on va créer le gros scénario de la fin là, où il va y avoir des 4 contre 4 ou des 3 contre 3. Fait que ça ressemble à peu près à ça. Mais comme c'est narratif, là, est-ce que c'est vous qui allez faire les pairings entre les joueurs pour que les joueurs de l'ordre jouent ensemble, par exemple, contre le chaos ou contre la destruction? Ou c'est une bonne question. Ce qui va arriver, c'est qu'au début, on va demander à chaque personne de faire un personnage, de le présenter sur notre page Facebook de l'événement. Puis là, suite à ça, les gens vont se faire des alliances. Ils vont décider est-ce qu'ils veulent aller foutre le bordel à Nilfgaard ou est-ce qu'ils veulent aller protéger Nilfgaard contre les envahisseurs? Fait que ça va être, est-ce que vous êtes du côté des Stormcast qui veulent protéger la ville ou est-ce que vous voulez être ceux qui profitent du fait que ça va pas bien à Nilfgaard? Parce que vous savez que dans l'histoire des Broken Realms, la plupart des Stormcast sont partis ailleurs. Fait qu'Akshi est un petit peu délaissé par les Stormcast. Fait que Nilfgaard de la difficulté à se protéger, puis il y en a qui vont en profiter. Fait que le but, c'est que chacun fait un personnage, puis il va nous dire, publiquement ou non, s'il veut attaquer Nilfgaard ou il veut la protéger. Puis les gens vont pouvoir faire des alliances, puis on va s'assurer entre maîtres de jeu de jouer la magie du maître de jeu, de s'assurer que ça soit à peu près égal dans les deux groupes. Puis quand vous faites un personnage, c'est le fun de le faire. De suivre le lore. Là. Si vous êtes un Stormcast, vous allez être obligé de défendre la ville, là, évidemment. Là. Mais vous allez avoir le choix de faire qu'est-ce que vous voulez comme type de héros, puis comme raison pourquoi vous voulez protéger ou pas Nilfgaard. Vous allez avoir aussi des stratégies. Vous allez pouvoir donner secrètement un triumph à quelqu'un d'autre pour la première game. Fait que la game 1, ça peut servir de monnaie d'échange pour les alliances, ça peut servir pour trafiquer les résultats de la première partie dans votre intérêt. Vous allez pouvoir donner un triumph à quelqu'un secrètement. Vous allez pouvoir aussi utiliser cette information-là là, pour négocier des alliances. C'est intéressant. Ça va faire en sorte que le clash va commencer avant le clash, finalement. Les gens vont déjà commencer à préparer leur première soirée. Exact. Mais tu sais, ça va être une soirée assez relax dans le sens que, tu sais, on fait ça pour le social, on fait ça pour le fun, on fait ça pour l'histoire. Puis le but, tu sais, c'est de prendre une bière, d'avoir du fun, de faire avancer l'histoire. Puis notre but aussi, c'est vraiment qu'à la fin, ça ait un impact sur, disons que c'est un succès l'événement narratif, que les gens sont intéressés qu'on le fasse en 2022, mais que ça ait un impact sur la suite de l'histoire, que l'année prochaine, il y ait une suite logique à l'histoire, puis que les gagnants de la première année aient un petit avantage pour la deuxième année. Là. Marc-André, tu disais qu'il y a 40 places pour l'événement narratif. Est-ce que les places sont déjà comblées ou il reste des places de libre si on a des personnes intéressées? Il n'y a pas 40 places, il y a à peu près 16 places. Oh, j'avais mal compris. OK, donc il y a 16 places. Il y a 16 places. Il y a une bonne heure Je n'ai pas d'où j'ai entendu cette information-là. C'est peut-être mon souhait qui
En 2022, on espère 40. OK, c'est ça. mais non, on vise, moi et Anne, on vise d'avoir 16 personnes comme ça. Ça serait parfait pour l'histoire, ça serait parfait pour les match-ups qu'on veut faire. 16 places, ça serait parfait. Puis on ne pense pas qu'il va y avoir une tonne de personnes non plus de disponibles le vendredi après-midi pour commencer ça. Puis, ça va être plus gérable pour un test, un pilote de faire ça à 16. Est-ce qu'en ce moment, les inscriptions ont déjà commencé? Comment ça va fonctionner pour les inscriptions à l'événement narratif? Pour l'instant, j'ai créé une page pour l'événement. Je l'ai publié sur la page du Grand Clash, puis il y a environ 25 personnes qui se sont montrées intéressées, qui ont joint la page, mais je n'ai pas 25 officiels. En fait, ce qui va officialiser, c'est qu'on va demander à ces 25-là, tous ceux qui sont sur la page de l'événement, de se créer un héros, de se donner un nom, de faire une petite histoire, puis de nous dire, tu sais, si ce héros-là, il va protéger une Vilgard ou non, puis de nous l'envoyer. Puis le deadline, si rien change dans les dates du Grand Clash, le deadline, ça serait le 28 février. Fait que, tu sais, si d'ici la fin février, vous avez envoyé votre héros monté avec son histoire, son nom, puis que vous êtes disponible le vendredi, le 16 avril à 4 heures, ben, vous allez être dans l'événement. Alors, je pense que ça faisait le tour un peu pour cet événement-là. Ouais. S'il y a des choses qui s'ajoutent, ça, évidemment, on vous recevra peut-être sur la chaîne le plus proche de l'événement là, pour que vous puissiez compléter les informations. Ça me permettre un petit commentaire avant. Là. Ce que je trouve vraiment, vraiment le fun, en fait, avec cet événement-là, puis ça, c'est d'un point de vue très, très personnel. Tu sais, Danick, moi et Marc-André, les trois, on est passionnés par les figurines, par les jeux, ces choses-là. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a chacun un aspect qui est peut-être plus poussé du hobby. Moi, c'est peut-être plus l'aspect tournoi, Danick, l'aspect hobby, peinture. Puis Marc-André, c'est vraiment l'aspect narratif. Fait que je trouve ça le fun qu'il puisse mettre de l'avant là, cet engouement qu'il y a là, pour pouvoir avoir un autre petit plus au Clash. Je suis vraiment, vraiment enchanté là, qu'on puisse offrir cet événement-là. Il était tanné d'être juste le puzzle de Python. C'est ça. Ramasse une feuille, puzzle de Python. C'est ça. Merci. Là, je vois comment vous me voyez dans le Dis celui qui n'était pas là avant. C'est vraiment une belle initiative. C'est un beau projet, le projet narratif. Là, ouais. Vous allez chercher une autre salle de joueurs. Là. Puis oui. On va mettre toute l'information sur la page. Là, on a déjà un document, on a toutes les règles. Fait que je vais poster ça bientôt. Là, vous allez pouvoir aller lire ça. Excellent. Alors, on passe ensuite à l'événement, le concours de peinture avec Danick. Tu étais déjà venu nous présenter sur la chaîne un peu comment ça allait se passer, mais là, il y a un peu de nouveau. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour que tu mettes à jour sur l'événement. D'accord. En fait, on va juste faire de la mise à jour de ce que j'ai fait pas mal cette semaine. En fait, pour tout le descriptif de l'événement, comment ça fonctionne, je pense que de vous référer aux vidéos qu'on avait faites ensemble la dernière fois, ça pourrait être la meilleure chose. J'imagine que le lien va se mettre dans la description de la vidéo. Oui. Pour ce qui est des narratifs, dans le fond, c'est juste des petits ajouts. C'est sûr que moi, de mon côté, c'est tout que le COVID en ce moment a fait ce fort, là, mais disons qu'on se croise les doigts que tout rentre dans l'ordre d'ici là. On a quand même un peu de temps devant nous autres. Fait qu'on ne peut pas se permettre de retarder les préparatifs. On n'a pas le choix de se préparer quand même parce qu'on ne peut pas se faire ça à la dernière minute. Donc, de mon côté, j'ai travaillé un peu là-dessus. Quand on est allé visiter la place du nouvel événement, donc au gouverneur de Shawinigan, on a trouvé qu'il y avait 2 petits salons complètement indépendants qui étaient à l'intérieur du restaurant Pacini. Ces petits salons-là, c'est un petit salon de 10 places et de 12 places. Donc, ça va être probablement là qu'on va faire les conférences. Fait que là, je suis en ce moment en train de travailler pour avoir 2 conférenciers. J'en ai un qui est pas mal confirmé. Je ne veux pas rien annoncer officiellement tout de suite, là, mais je vais attendre que tout soit réglé. Mais j'en ai un pas réglé, puis l'autre, il est en réflexion, voir si tout marche bien. Fait que si tout marche bien, comme je l'aimerais, dans le fond, on aurait 2 conférences de 2 conférenciers différents, d'environ, disons, 1h30 chacune. Fait que ça permettrait aux gens de soit en visiter seulement rien qu'une ou de pouvoir alterner pour avoir les 2, parce que dans le fond, les 2 conférences qu'ils m'ont données l'après-midi vont être la même. Fait que supposons M. X donne sa conférence à 12h30, de 12h30 à 3h. Un petit break, 3h, 12h30 à 2h, petit break d'une demi-heure, 45 minutes, prendre un verre d'eau pour relaxer un peu, puis il repart pour, mettons, 2h45 à 4h moins quart ou 4h dans ce coin-là. Bref, le but, c'est d'avoir le plus de monde qui puisse y assister. Fait que si on alterne les salles, ça veut dire que chaque conférencier va pouvoir avoir 22 participants qui viennent assister à sa conférence.
C'est sûr que pour les conférences, je vais probablement demander une préinscription d'avance vu que les places sont limitées. Là, fait que ça va tout être annoncé en temps et lieu quand tout sera rendu là. Mais pour l'instant, on en est là côté conférence. Donc ça, c'est quand même très cool. L'autre point que j'ai ajouté, c'est que j'ai un ami figuriniste de Québec qui m'a dit « Ce serait cool qu'on puisse faire vendre nos trucs, nos vieilles affaires qui traînent, qu'on n'a plus, qu'on n'a pas l'intention de faire ou peu importe quoi. » Fait que, j'ai dit, écoute, un style of shame. Ouais, exact. J'ai dit, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai plein de trucs que j'aimerais bien vendre moi aussi. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Fait que ça t'intéresse-tu? Ben, il me dit, ouais, je m'en occuperai. Bon, je dis, écoute, go. Fait que mon ami Guillaume va pouvoir s'occuper de cette partie-là. Fait que ça va être vraiment de mettre en place, dans le fond, c'est tout simplement. Les gens arrivent avec leurs trucs, ils vont essayer leur prix, un petit collant ou quoi que ce soit, puis Guillaume va pouvoir gérer un peu tout ça, prendre les paiements, puis rembourser les personnes à la fin selon ce qu'ils ont vendu. Puis c'est sûr que le show va se garder une petite cote pour justement financer un peu l'activité, puis financer un peu les coûts du show ou whatever, tout ce qu'on aura payé. Fait que ça, c'est pour la bazar. Puis en plus de ça, moi, je vais essayer de mettre la main sur plusieurs prix fournis par les commanditaires que je vais mettre probablement en encan silencieux. Parce qu'un encan silencieux, dans le fond, c'est quoi? C'est exemple, mettons, je mets... OK, allons-y, effectivement, là, mettons, je me fais commanditer une boîte de Moratti, parce que vous parlez de Moratti plus tantôt. Une boîte de Moratti, flambant neuve. Fait que moi, je mets ça sur la table, puis je mets une feuille en avant, puis là, les gens, mettons, je dis l'enchère part à 10$, puis là, les gens, ils mettent 10, 15, 20, 22, 23, 50, 24 et 42, puis ils mettent ça sur la petite feuille, puis rendu, mettons, à 4 heures, on met un deadline. Puis à 4 heures, c'est celui qui aura le dernier montant d'inscrits, que c'est lui qui va remporter le prix. Fait que ça va nous permettre de ramasser des fonds pour le show en même temps. Puis de pouvoir probablement mettre la main sur quelques trucs intéressants parce qu'il y a quand même des affaires qui s'en viennent. Là. Ça peut être des bases, ça peut être des plines de présentation, ça peut être de la peinture, toutes sortes de trucs là, que je vais essayer de mettre la main là-dessus d'ici quelques semaines. Puis ça qui va permettre de pouvoir acquérir des trucs le fun et exclusifs des fois. Fait que je dirais que c'est pas mal les grosses mises à jour. Pour le reste, ça reste un peu comme on était l'autre fois. On va probablement sortir bientôt les facteurs d'évaluation, un peu comment on évalue qu'est-ce que les jeux vont regarder, le fonctionnement précis, tout ça. Mais toutes les grandes lignes là, sont pas mal déjà dessinées. Fait que le reste, c'est plus du peaufinage, puis ajouter des trucs qui vont se rajouter ou des petits sidelines ou des trucs comme ça. Fait que, voilà pour l'instant. C'est intéressant, le Clash grandit vraiment beaucoup. L'événement narratif, là, on a un concours de peinture, là, un bazar qui vient de se rajouter, des conférences. Ça devient très, très gros comme événement. Là. C'est le début, on l'espère. Quand on a créé l'événement il y a 2 ans, on avait peur de ne pas trouver 30 joueurs. C'est vrai. Ce n'est plus un problème. Ouais. Non, je pense plus. En fait, je pense que le fait, déjà l'an dernier, là, quand l'événement était prévu en avril 2020, on avait une 64 joueurs déjà d'inscrits. Avec la COVID, c'était reporté pour avoir autour de 50 joueurs, je pense, au mois d'août, quand on a finalement eu l'événement. Puis là, je pense qu'il y a un engouement. Je pense qu'il y a beaucoup de bouche-à-oreille qui se fait, puis il y a du monde d'autres régions du Québec qui commencent à venir, il y a du monde de l'Ontario qui commence à venir, il y a des joueurs de l'étranger aussi. J'ai même eu des personnes de la France qui m'ont écrit, qui seraient intéressées à venir. Là, je veux dire, en plein COVID en plus, quand même particulier, mais il y a un engouement, entre autres grâce à votre chaîne qui fait la promotion de ces événements-là aussi. Mais c'est sûr que le fait qu'on a un engouement certain pour cet événement-là, nous, ça nous donne un peu les coups de franche pour essayer des choses, pour tenter justement donc de trouver des choses qu'on peut faire pour bonifier l'événement encore plus. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, c'est un hobby qui a tellement plusieurs facettes. Fait que Danick puisse cette année là, mettre là, un événement super le fun, un beau showcase, Marc-André face au événement narratif, je pense que ça fait en sorte que le Clash ne peut que grossir en fait encore puis gagner de popularité. C'est le fun parce que même encore cette semaine, j'ai reçu des questions par Messenger, puis c'est comme des gens, j'ai aucune idée c'est qui, là, je sais un peu d'où ça vient. Puis, mais tu sais, je veux dire, ils sont intéressés, ils veulent dire, ça serait le fun, j'aimerais ça y venir, puis peux-tu faire telle affaire? Ben écoute, vas-y, go, je veux dire, c'est juste ça qu'on veut. Là. La communauté grandit, puis j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs de AOS. Dernièrement, même sur les groupes Facebook de AOS, autant francophones qu'anglophones, j'ai été surpris à quel point il y a souvent eu des posts de gens qui disaient « Hey, je suis nouveau, j'ai besoin de conseils, je commence, tout ça ».
Je ne sais pas si c'est le développement naturel du jeu ou si c'est le confinement qui a donné le goût à des gens de commencer ce genre de hobby-là. Mais vraiment, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment autour d'Age of Sigmar. C'est pas compliqué, là, vous êtes rendu avec des bases rondes, c'est sûr que ça marche. Dit le joueur de 40K. Mais voilà, qui joue presque pas. Ouais, c'est ça. Alors, Alex, on serait rendu à la présentation peut-être du Player's Pack, du guide du joueur. Oui, mais avant de. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient pour fignoler leur liste d'armées. On attendait le Player's Pack et la fac qui devraient sortir d'ici quelques jours, d'ici fin janvier, on l'espère. C'est ce que Games Workshop nous a laissé entrevoir. Puis tu avais aussi, avant de parler du Player's Pack, les commanditaires donc, que tu voulais remercier. Oui, mais avant toute chose aussi, je veux juste faire, tu sais, Danick en a parlé un petit peu tantôt, parce qu'on n'en a comme pas parlé en fait. Là, on demeure dans une situation pandémique. Là. Fait que c'est sûr que je veux juste prendre un peu de temps quand même pour établir ou du moins pour parler de qu'est-ce qui va se passer, comment ça pourrait se produire. En fait, l'événement est prévu du 16 en incluant l'événement narratif au 18 avril 2021. Donc, c'est sûr qu'actuellement, la situation au Québec, bon, on est dans une situation de confinement et de couvre-feu. Donc, c'est quand même assez sérieux. Donc, c'est sûr que présentement, bon, est-ce que ça peut avoir lieu au mois d'avril? Bien, c'est sûr qu'on va regarder ce qui se passe de façon très, 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 très sérieuse. Et c'est sûr que nous, on ne défiera pas les lois et les mesures en vigueur pour tenir un événement. C'est sûr que non. Donc, on va se plier à tout ce qui peut se faire. Donc, si on peut légalement tenir le clash, on va le faire. On a quand même certaines assurances, certains dispositifs en notre faveur au niveau, entre autres, là, des différentes salles qu'on peut tenir l'événement, au niveau là, d'espace qu'on dispose aussi pour assurer une bonne distanciation physique. C'est sûr que si on joue au mois d'avril, puis même au mois de juillet, qui est la date de repart, c'est sûr que ça va prendre un masque. Il ne faut pas se leurrer. Là. On va jouer avec un masque, mais on va avoir du purel. On est capable d'avoir un événement de 100 joueurs avec une bonne distance, une bonne aération, tout ça. C'est un hôtel, c'est une salle de réception qui est très, très moderne, donc qui est bien aérée, qui est bien espacée. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Reste à savoir maintenant quelles seront à cette époque-là les normes gouvernementales en vigueur, puis qu'est-ce qu'on pourra faire. Ce qui peut nous donner de l'espoir, c'est un peu la double offensive du confinement qui devrait, on l'espère, là, faire diminuer les cas, dont les hospitalisations, les décès, ces choses-là, et aussi l'arrivée du vaccin qui devrait là, donner un certain jeu au niveau de ça. Donc, on est quand même confiant, mais on demeure réaliste. Donc, si toutefois l'événement ne peut pas avoir lieu au mois d'avril, la date de report a déjà été annoncée. Je l'ai annoncée là, sur la page Facebook de l'événement, mais je vais profiter de la tribune pour la redire. C'est le 10 et 11 juillet, même endroit, même chose, même tarif d'hôtel, même tout est compris là-dedans. Pourquoi je l'annonce aussitôt, en fait, c'est que justement, on a 100 joueurs. Puis je trouverais ça dommage qu'on ait 40 cancellations parce que l'événement a lieu au mois de juillet, puis que là, on va pouvoir plus sortir, c'est l'été. En l'annonçant tôt, je demande aux joueurs essentiellement de booker leur date. Et je pense qu'à 7 mois d'avance, je pense qu'il y a moyen quand même là, de céduler autour de ça. J'aimerais ça vraiment que l'événement ait lieu au mois d'avril. J'aimerais ça que les 100 joueurs et plus qui sont inscrits puissent venir au mois d'avril. Mais j'aimerais ça aussi, le cas échéant, d'avoir les 100 joueurs au mois de juillet, parce que moi, je pense que nous croyons tous en cet événement-là. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Je pense qu'on est dû pour se voir, pour lancer des dés. Donc, j'affiche la date là, très, très tôt pour assurer une présence optimale au tournoi. Quand tu dis qu'on est dû, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de monde qui m'en parle de ça aussi. Il n'y a pas de show de figurines depuis, je pense, 2 ans. Puis, écoute, le monde tourne à plein d'affaires parce qu'ils sont pognés chez eux. Fait que tout le monde va venir nous montrer les patentes. Ça augure bien. Non, puis c'est juste voir le monde. On s'entend que dans la communauté, on se connaît un petit peu toutes. Quoique, comme toi, Danick, j'ai reçu sur Messenger des gens qui sont inscrits au tour. J'avais aucune idée c'est qui, puis ça vient d'endroits différents du Québec que je connais personne. Mais on se connaît un petit peu tous. Mettons, le noyau dur, en fait, de la communauté du Québec, on se connaît tous. Puis c'est des occasions qu'on a pour se voir parce qu'on a une vie
plus mouvementé, des familles, on a des jobs. Donc, on n'a pas tout le temps qu'on veut non plus pour se voir. Fait que oui, il y a un aspect jeu, il y a un aspect compétition, il y a un aspect showcase, mais il y a aussi un aspect social qu'on veut développer et qu'on n'a pas eu en plus aussi depuis un an. Là. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, je pense. Là. Mais si on réussit à sortir quelques peintes du fond de leur sous-sol, là, ça serait vraiment trippant parce qu'il y a plein de monde aussi qui font des affaires qui jouent dans le sous-sol. Fait que ils peuvent venir voir. Puis... Ou tu sais, même, je pense pas qu'on l'ait fait officiellement, mais avec les magasins, tous les trucs qu'il va y avoir, on pourrait peut-être même inviter les gens à juste venir visiter, juste venir voir comment ça marche. Puis, je veux dire, oui, mais encore une fois, non, sauf que là, je pense que cette portion-là, puis oui, tu as absolument raison, là, mais cette portion-là, je pense qu'en situation pandémique, le moins de circulation qu'on peut avoir, c'est plate à dire, là, mais je pense que pour cette année, pour cette année, je pense que c'est un petit peu far-fetched, mais quand même, je comprends. Mais qui sait, on ne sait jamais. Mais bon, on verra. À tout le moins, ça permettra de mettre les bases pour un événement qui va continuer à grossir, puis éventuellement même pas seulement attirer des participants, mais même des visiteurs et tout ça. Donc, oui, comme je te dis tantôt, il y a beaucoup de personnes en France, puis pas juste une, mais plusieurs qui m'ont dit, qui m'ont écrit en Messenger privé, ils m'ont dit écoutez, là, cette année, non, à cause de la COVID, mais en 2022, là, on va être là. Donc, des gens qui vont partir de la France. Là, ouais? J'ai eu des auditeurs aussi qui m'ont écrit pour demander un peu plus d'informations ou annoncer qu'ils aimeraient ça, pouvoir venir participer, là, que le vidéo qu'on avait fait sur l'annonce du Clash leur avait donné le goût là, de venir participer au Clash. Ce serait génial. Puis, c'est une belle occasion aussi de peut-être combiner des vacances au Québec avec un petit tournoi de AOS, pourquoi pas. Et voilà, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Donc, pour ta question pour le Player Pack, en fait, oui, je vais débuter là, par remercier là, les commanditaires. Là. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je pense que pour leur contribution au hobby, je pense que c'est très important de les souligner. Puis je pense qu'on va les voir à l'écran aussi là, quand on va les différentes publicités. En fait, le Player Pack commence par les publicités. On a 7 commanditaires au niveau du Clash cette année. 6 nouveaux. Donc, notre premier commanditaire, là, qui est notre principal, qui est avec nous depuis le début, c'est notre magasin Trois-Rivières, c'est le GamerSpot, qui ont embarqué avec nous depuis le début. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous, en fait. Là, puis, on merci beaucoup à Pat et tout le monde là, du GamerSpot de nous avoir suivis. Le deuxième, c'est une nouvelle boutique à Québec qui s'ajoute cette année au Clash, c'est le Bastion. Donc, Mathieu Simard qui a ouvert cette boutique-là en pleine pandémie. Donc, à Québec, merci beaucoup, Mathieu, encore une fois, pour ta confiance. C'est super apprécié. Un autre nouveau commanditaire, encore une boutique de jeux, cette fois-ci à Montréal, l'Abysse, donc qui a changé aussi de local, qui a une vocation aussi café ludique. Donc, l'Abysse, merci beaucoup encore une fois. Là, G, merci beaucoup d'avoir embarqué dans l'aventure, c'est très apprécié. Puis, on a également dans un deuxième type, si on veut, de commanditaire. En fait, on a une quatrième boutique aussi. Là, l'image, malheureusement, je n'ai pas encore la publicité. C'est les Détruqués à Shawinigan, qui est à quelques mètres, en fait, là, de l'hôtel gouverneur où aura lieu l'événement. Donc, Herménégilde et son équipe, dans le fond, qui font aussi un concept, là, un genre de board game, jeux, bière, ainsi de suite. Là. Donc, on pourra louer des board games aussi, si on veut, pour les chambres d'hôtel. Donc, super intéressant aussi à quelques pas du Grand Clash. 2 nouveaux commanditaires au niveau plus hobby. Donc, c'est Vanessa Miniature qui embarque comme commanditaire, donc une peintre, je pense, qui est hors pair, puis qui fait un travail absolument splendide en un temps record. Donc, si vous avez besoin d'une peinture d'armée, je vous la suggère fortement. Moi-même étant un client, peut-être un petit peu trop client. Là. Donc, même chose pour moi. Et l'autre, c'est un tout nouveau aussi qui se lance là-dedans un peu. Lui, c'est aussi dans l'aspect maquettisme, l'aspect production d'éléments de décor. C'est l'atelier d'Alex. Donc, un gars de Québec aussi là, qui se lance là-dedans. Donc, merci beaucoup, Alex, d'avoir joint l'aventure. Et finalement, le Cuir Pilon aussi, qui produit des accessoires en cuir. Donc, avec une gamme de produits geeks, on parle de bourses de dés, on parle de lanceurs de dés. Donc, 7 commanditaires, vraiment, je pense qu'on est allé chercher une belle gamme là, très, très variée de commanditaires. Donc, merci beaucoup à tout le monde là, qui avait choisi, qui avait
pris la décision de nous supporter dans cette aventure-là. C'est super apprécié. Donc, c'est cela. Oui, donc là, on est rendu au croustillant. Oui, le c'est ça. Players Pack. Exact. Donc, je pense que dans ceux qui ont suivi un peu la chaîne là, depuis les tout débuts, là, on parle souvent, quand on parle d'événements, du Players Pack. Je pense que le dernier show que j'ai fait avec vous, c'est sur justement l'aspect La préparation préparation d'événements. à un tournoi, tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'une des questions que Vincent avait posées, c'est comment tu te prépares. Puis, la première chose, toi et moi, Yann, qu'on avait dit, c'est faut qu'on se base sur le Player Pack. Donc, voici le Players Pack. Donc, je vais passer un peu rapidement sur certaines règles que je veux expliquer. Donc, pourquoi on met ces règles-là en vigueur. Puis, on va finir par le bout de crunchy, c'est-à-dire les scénarios qui seront joués, les royaumes, ainsi que les objectifs auxiliaires, ce que tout le monde, l'entièreté de la population mondiale attend de voir avec impatience. Mais on va rester un petit peu sur notre fin pour quelques minutes. Donc, tout d'abord, il faut savoir en fait là, que les armées, c'est 2000 points. Ça, c'est pas un secret pour personne. Et les listes, dans le fond, je vais créer, pas tout de suite éventuellement, là, mais je vais créer l'événement sur l'application Best Coast Pairing. C'est l'application qu'on va utiliser pour faire les match-ups, pour gérer l'événement. Et on va avoir jusqu'à jeudi, le 15 avril midi, pour déposer les listes d'armées conformes sur l'application. Les listes ne seront pas publiques avant l'événement, donc c'est-à-dire qu'on dépose la liste, seulement les organisateurs vont pouvoir les voir. Donc, vous ne pourrez pas modifier vos listes en regardant, j'ai vu que il y a 46 joueurs Caradron, je vais faire une liste anti-Caradron. Anyway, ça n'existe pas des listes anti-Caradron, franchement. Donc voilà. Donc, ces listes vont être privées. Également, vous devez, dans le Player Pack, là, vous devez acheminer votre historique d'armée. Ça, c'est Danick qui va s'en occuper. Là, l'adresse courriel à l'événement, je ne peux même pas la prononcer, je pense. Là, mais c'est facile, c'est Fig Expo du Grand Clash. Je sais, c'était une blague pour dire que c'est long. Donc, l'historique, c'est ce qui vous donne des points, entre autres, là, sur votre grille de présentation, votre grille de hobby là, dans la portion présentation de l'évaluation. Là, je ne ferai pas tous les critères, mais je pense que tous les critères que vous pouvez les lire là, dans le fond, les plus importants, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, les choses d'habitude s'appliquent, c'est-à-dire que les artefacts de Marlin Source peuvent être acceptés, c'est les War Scrolls les plus récents, bref, c'est des choses qu'on revoit de façon de base dans tous les événements. Ce qui est pertinent, par exemple, c'est que les règles ou les Battle Tomes qui vont être publiées après le 27 mars ne seront pas acceptés. Donc, si vous recevez un Battle Tome, par exemple, la semaine suivante, le 27 mars, vous devez jouer, si vous choisissez de jouer cette armée-là, avec l'ancien Battle Tome. L'idée est très, très simple, c'est que on veut que les gens puissent avoir au moins l'opportunité de pouvoir lire ces Battle Tomes-là pour pas que ça retarde les parties aussi. Et on ne veut pas non plus faire deux poids, deux mesures. Moi, je joue avec l'ancien livre. Moi, c'est le nouveau livre parce qu'avec mes figurines, j'ai juste le stock pour faire l'ancien livre. Fait que 27 mars, c'est le cut-off date. Donc, tout ce qui est nouvelle publication. Sauf si on joue en juillet, bien sûr, ça va de soi. Mais si on joue en juillet, ça va être donc autour là, du 15 juin. Là. C'est 3 semaines environ. Je parle, c'est le 3e samedi avant l'événement, qui est la ligne pour trancher là, les nouvelles règles, nouvelles publications. Et les FAQ qui vont être sortis avant le 17 avril seront utilisés. Ça veut donc dire que s'il y a une FAQ qui sort, les FAQ ne sortent jamais le samedi, mais s'il y a un FAQ qui sort le vendredi, le 16 avril, oui, ce sera utilisé. Fait que ce sera aux joueurs vu que des FAQ, c'est des amendements au règlement, aux règles, ces choses-là, on va les mettre en vigueur puisque ça modifie les règles souvent et non des nouvelles publications d'armées. Donc, ça, c'est les choses là, majeures en frais de liste d'armées, règle générale. Juste un petit point rapide, dans le fond, sur ma partie, à moi, sur l'évaluation de la peinture, je sais qu'on ne repassera pas au travail de la grille, là, mais il y avait effectivement le point d'envoyer l'histoire de la liste d'armées plus tôt pour que je puisse, effectivement, cette année, on va vraiment la lire, là, contrairement aux autres années. Forcez-vous un peu. Ça t'es pas supposé le dire, Danick. Non, mais les gars, ils savent. Là, je veux dire, je sais pas, ta liste d'armées? Oui, bon, d'accord. Mais bon. Fait que là, on veut vraiment les lire puis vraiment mettre une bonne, prendre le temps de les évaluer comme il faut. Mais la deuxième chose importante, c'est que si vous marquez une petite différence dans la grille d'évaluation de peinture,
c'est que si, exemple, vous avez une figurine non peinte dans votre armée qui est sur la table, vous avez 0 point en peinture. Ouais. Mais si vous avez réussi à tout faire vos bases, vous avez peut-être le petit 5 points. Et vice-versa. Fait que si vous n'avez pas fait vos bases, vous n'avez pas votre 5 points de base. Mais si vous avez tout fait vos figues, vous avez votre 10 points. Fait que, mais c'est parce que là, tous les critères après sont, si tu as fait les deux, là, tu peux avoir accès au reste. Mais par contre, ce n'est pas 0 point automatique comme les années d'avant. Fait que, un petit effort, là, c'est facile d'aller chercher quelques points. Merci de la précision, Doc. Puis juste en fait, pour compléter sur la portion historique, là, c'est toi qui vas juger l'historique. Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Ben, en fait, c'est un peu ce qui est écrit dans la grille d'évaluation. On recherche un texte qui est écrit, qui a du bon sens. Le français est important. Fait qu'idéalement, écrivez-le, vous pouvez l'écrire en anglais si vous voulez, ça ne me dérange pas, mais le point, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe pour autant. Fait que bien écrit, un peu d'originalité dans la présentation. Écoute, si je me fais faire un parchemin avec des enluminures et des patentes, ça part fort. Fait que, c'est ça. Là. Plus vous mettez un peu de froufrou, plus vous mettez ça le fun à lire, ben, vous allez chercher vos points. Là. Ah, et puis j'ai juste, sans tomber encore dans la grille, là, j'ai tellement aimé quand tu as ajouté la touche spéciale dans la présentation, costumes, cadeaux, déguisements, je trouve ça tellement le fun. Moi, j'espère qu'il y a un joueur Ogre qui va arriver en bédaine avec une mailloche, une massue. Essayons que ce ne soit pas trop déplaisant quand même. Là, le but, c'est de rendre l'événement le fun pour tout le monde. Donc, c'est des petits souvenirs, des petits trucs à donner, c'est pas trop plaisant, puis ça te rappelle justement des événements. OK, c'était pas cadeau pour le juge. Non, cadeau pour ton adversaire. Mais si les juges le voient, c'est bon, par exemple. C'est ça, exact. Par contre, disclaimer, s'il y a des gens qui veulent nous offrir de la bière pour l'événement, on est très preneurs, soit dit en passant. Je dis ça de même. C'est pour ça que nos trophées, c'est des bocs de bière. Voilà. Tout est lié avec la bière dans ce jeu-là, on n'a pas le choix. Alors, cessons de faire languir notre auditoire. Parle-nous du Player's Pack. Malheureusement, on n'est pas encore rendu au bout de Crunchy. Il reste encore des petites règles maison. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il y a 3 règles maison, en fait, là, que je veux, avant qu'on parle là, des différents scénarios. Là. Tout d'abord, il y a l'aspect slow play. Les parties sont chronométrées. On a augmenté cette année de 15 minutes la durée des parties. On était à 2h30, on est à 2h45 cette année. C'est-à-dire, slow play, en fait, là, c'est possible qu'un adversaire est méticuleux. C'est possible qu'un adversaire puisse prendre son temps et réfléchir. Ça, c'est pas du slow play. Du slow play, on parle vraiment, est-ce qu'il y a un joueur qui fait un effort délibéré pour ralentir l'adversaire afin d'y gagner un avantage? Donc, ça c'est du slow play. Donc, si vous jugez que votre adversaire fait du slow play, ben, il faut nous aviser. À chaque tournoi, j'ai toujours du monde qui vient me voir, dire un tel, c'est du slow play. Ils disent, OK, mais la partie est finie depuis hier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, l'idée, là, c'est que si vous avez un adversaire que vous voyez qui fait du slow play, venez m'aviser. Si moi, en fait, nous jugeons que une partie normale en 2h45, vous devriez avoir le temps de terminer au moins 3 rondes de bataille. Si vous ne terminez pas au moins 3 rondes de bataille, là, c'est possible que nous décernons un avis de slow play. C'est même possible que nous donnons un 10-10 au résultat parce que, bon, si vraiment, là, en tout cas, 3 tours en 2h45, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Sinon, l'autre chose aussi que je veux statuer, en fait, là, il y a deux éléments qu'on veut pas nécessairement se rendre là. Puis il y a une chose, en fait, puis c'est très, très drôle ce que je veux dire parce que moi-même, j'ai de la misère à respecter, là, mais c'est l'aspect, souvent on dit dans une partie, j'ai oublié tel sort, j'ai oublié telle habilité, je peux-tu le refaire? J'ai oublié un sort de ma phase de héros, je suis rendu dans la phase de tir, je peux-tu refaire mon sort? Ben, souvent, puis dans des parties amicales, c'est correct, là, je veux dire, c'est un jeu, puis c'est très complexe. Par contre, et ça, c'est par expérience, dans de nombreux tournois, c'est pas toujours réciproque. Donc, si tu dis, regarde, je te laisse, c'est correct, mais toi, quand c'est ton tour, j'ai oublié telle affaire, tu me laisses-tu? Ben, dis, non, désolé, parce que là, ça impacte la partie. Fait que nous, ce qu'on veut, puis on veut pas que ça impacte le sportsmanship, il n'y a pas de retour en arrière. Et je le dis, mais je suis le premier à l'oublier. Mais essentiellement, on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que une fois que ta phase de héros est terminée, elle est terminée. Que tu aies tout fait ce que tu voulais faire
ou non. Il y a une différence entre dire, bon, ben, je suis dans la phase de héros. Ah, j'ai oublié quelque chose. Là, c'est correct, tu n'as pas commencé la nouvelle phase. Mais dès que tu commences à bouger des unités, ta phase de héros, on ne retourne plus en arrière. Et ça, je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. L'idée, c'est pas d'être chiant, c'est pas de. Mais c'est juste d'avoir un flow de la partie. Et par expérience, la plupart des arguments, la plupart des ostinades entre les joueurs, c'est sur ces choses-là. Ben moi, je te l'ai laissé, pourquoi tu ne me le laisses pas? Ouais, mais là, ça impacte la game. Là, et ça finit plus. Et j'en veux pas de ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et finalement, la deuxième, bien sûr que tout ce qui est comportement qui est inacceptable, agressif, langage ordurier, tricherie volontaire, quoi que ce soit, bien, c'est sûr que si vous pensez que vous êtes victime de ces choses-là, quoi que ce soit, je peux vous décerner un carton jaune, en fait, qui est un avertissement. Puis, un carton jaune, ça amène une perte de 10 points de sportsmanship. Et si vous êtes un récidiviste, donc si malgré l'avertissement, vous continuez encore avec ce type de comportement-là, ben, on peut vous attribuer un carton rouge. Ça signifie que vous êtes expulsé de l'événement sans remboursement. Fait que c'est des choses qu'on ne veut pas. À date, on n'a jamais eu à le faire. Donc, on est super content, mais on ne voudrait juste pas que ce soit. Je le mets dans le player pack juste pour être sûr que ce soit compris pour tout le monde et que ce soit bien entendu. Est-ce qu'on parle de scénario? Si tu veux. Si tu veux. Si je veux. Bon, donc, 6 scénarios, 6 objectifs, 6 rondes. J'ai voulu, en fait, là, choisir des scénarios qui allaient chercher un peu là, la profondeur d'une liste. Fait que c'est beaucoup de scénarios qui récompensent des choses différentes. Donc, comment ça fonctionne? Puis, on peut le voir à l'écran. Le scénario 1, c'est Shifting Objectives. Donc, c'est le premier que j'ai choisi. C'est un scénario, en fait, là, est dans le Realm of Life, donc dans Ghyran. Donc, tous les éléments de Ghyran s'appliquent, soit le sort qui est Shield of Thorns, l'aspect du terrain, le healing pour tous les éléments de dégâts, et aussi le Command Ability, le Command of the Land, ça s'applique. Et dans le fond, la particularité de ce scénario, qu'est-ce que je voulais chercher avec ça? Ben, c'est le fait que, dans le fond, les unités Battle Line, en dedans de 6 pouces d'un objectif, confèrent un point additionnel quand on score. Fait que ça récompense les joueurs qui mettent quand même dans leur armée un nombre intéressant d'unités Battle Line. Donc, c'est un petit peu ça. Et les deux auxiliaires, pour ceux qui ne savent pas encore, puis je vais le répéter en fait, là, le système de pointage, chaque partie sur 20 points, 12 points attribués à l'objectif primaire, qui est l'objectif du Battle Plan, donc le plus grand nombre de points d'objectif. Et la différence entre les deux joueurs, ça donne un résultat. Donc, si par exemple, on a un différentiel de 0, donc on a autant de points, c'est un 6-6. Si un différentiel de 1 à 3 points, c'est un 7-5 et ainsi de suite, jusqu'à un 14 points de différence et plus, c'est un 12-0. 4 points sont attribués aux kill points, donc aux unités qui sont complètement détruites à la fin de la partie, plus les command points qu'on a payés, plus les sorts persistants qu'on a également payés, qu'ils soient sur la table ou non. Et si on détruit toutes les unités qui composent un bataillon, on a également les points de bataillon. Donc, on a un différentiel, encore une fois, 0 à 200 de différence, c'est un 2-2. 201 à 1200, c'est un 3-1. Et 1201 et plus, c'est 4-0. Et juste finalement, rappeler, Alex, excuse-moi Vincent, vas-y. Sur les kill points, si on a du summoning dans notre armée, est-ce que j'appelle l'unité sur la table de plus qui n'était pas dans ma liste de départ, elle s'est fait détruire, est-ce qu'on soustrait le nombre de points qui vaut l'unité? Oui, exact. Si l'unité est détruite, elle donne ses points. Fait que c'est possible qu'un joueur, par exemple, que tu as pour 300 points de summon, peut faire 2300 points de victoire, de kill point. Fait que oui, effectivement, dans ce sens-là, ça peut être une certaine défaveur pour les unités, pour les armées qui invoquent des unités. Dans la même veine, les armées qui peuvent ramener à la vie des unités mortes, par exemple les Gloomspite Gits qui peuvent ramener des gobelins, tout ça, l'unité qui compte comme une unité summon, et si elle est détruite, on fait les points? Non, si c'est un cas d'une unité qui est ramenée, tu as mentionné entre autres là, la mécanique là, des Gloomspite, par exemple, vu que c'est pas toujours le même nombre de modèles, ces choses-là, et que c'est une unité qui est summon, elle donne ses points la première fois qu'elle est détruite. Donc, et finalement,
Donc, ça donne 4 points, donc 16 jusqu'à présent. Et les 4 derniers points sont les objectifs auxiliaires, donc ceux du General's Handbook. Ceux que j'ai choisis pour le premier scénario, c'est Invader. Donc, à la fin de la bataille, si vous avez plus d'unités qui sont complètement dans le territoire ennemi, vous avez les points. Donc, si vous marquez l'objectif, vous marquez 1 point. Et l'autre, c'est Prize Possession. Donc, vous choisissez un héros ennemi avec un artefact de pouvoir. Vous choisissez un de vos héros avec un artefact et il doit survivre. Donc, si vous réussissez ça, vous avez un point. Et chacun que vous empêchez de l'adversaire, vous marquez également un point. Ce que j'ai voulu faire avec les auxiliaires, c'est forcer des fois à faire des choses qui sont un peu contre-intuitives dans le scénario. Donc, puisque Shifting Objective, c'est des objectifs qui sont sur la ligne centrale, l'idée d'aller attaquer la zone le territoire adverse. Donc, ça peut être un peu, qu'il faut que je prenne les objectifs au milieu, mais en même temps, je dois également avoir des unités qui traversent la table. Donc, ça vient chercher assez complet comme ça. Le numéro 2, on est rendu là? Mm-hmm. Donc, le deuxième, c'est Total Conquest. Et juste un petit disclaimer, tous les scénarios, là, c'est le même pointage. 12 pour le primaire, 4 pour les kill points et 4 pour les auxiliaires. Donc, Total Conquest, un objectif là, avec 4 objectifs qui sont là, chacun dans un quart de table. On va jouer ça dans le Realm of Beast, dans Gur. Donc, un Gur qui peut être pour plusieurs armées de combat là, avec le sort Wild Form là, qui peut augmenter la course ou la charge. Ça peut être super intéressant. Donc, Total Conquest, en gros, c'est un scénario qui on fait 1 point de plus si on vole un objectif à l'adversaire. Donc, chaque objectif vaut 1 point. Si je le vole à quelqu'un, il fait 2 points au lieu d'1 cette ronde-là. Et on a également là, 1 point de plus si on a un leader là, qui est en dedans de 6 pouces, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, les objectifs auxiliaires, c'est Prey on the Weak. Donc, détruire les battle lines. Donc, dans un scénario où les battle lines ne sont pas importante en tant que telle, on a un petit quelque chose pour les battle lines. Et celui qui va faire réagir plusieurs joueurs, c'est Mass Panic, que j'adore mettre dans un tournoi juste pour faire drôle. Vous devez forcer votre adversaire à rater 2 Battle Shock dans la même ronde. Donc, si tu joues contre Oziark, chapeau. Il y a des armées, il y a des adversaires contre lesquels c'est simplement impossible de réussir cet objectif. Ben oui, mais c'est drôle pour ça. Le troisième scénario, j'ai eu la chance de le jouer une fois, celui-là. Je l'ai adoré dès le premier coup d'œil. C'est Forcing the Hand, qui n'était pas dans le Player Pack l'an dernier, même si le GHB était sorti. Forcing the Hand, en gros, 6 objectifs et 3 de chaque côté, si on veut, qu'un déploiement en genre d'escalier, ou en L, ou peu importe comment on veut voir ça. Et dans le fond, c'est qu'à chaque tour, chaque tour de l'adversaire, vous choisissez un de vos objectifs et celui-là vaut 3 points plutôt qu'un. Fait que ça récompense des armées qui sont assez mobiles. Donc, pour être capable de se redéployer rapidement pour prendre des objectifs. Fait qu'une autre dimension de la liste, il faut que j'ai de la mobilité. On joue ça dans le Realm of Metal, donc dans Shaman ou Kamon, ou peu importe comment on le prononce. Donc, avec tous les éléments qui s'y rattachent. Donc, et on a également les 2 auxiliaires qui sont The Bait, que j'adore énormément. Donc, The Bait, vous choisissez une de vos unités et elle doit être détruite avant la fin de la bataille. Donc c'est quand même intéressant. Et également Headhunter, donc vous devez tuer tous les leaders ennemis à la fin de la partie, de l'armée de base. Donc, si j'invoque un héros, par exemple, par du summon, il ne compte pas dans la liste à abattre pour Headhunter. Donc, ça va nous faire une bonne première journée, n'est-ce pas? Ça va être intéressant. Oui. 3 bons scénarios. La deuxième journée, un de mes préférés, en fait, là, à tout point de vue, parce que je trouve qu'il force un déploiement intéressant, c'est Focal Point, qui est le numéro 4. Dans le Realm of Ish, Realm of Light, donc tous les éléments s'appliquent. C'est un scénario, dans le fond, là, qui plus on contrôle d'objectifs qui sont en ligne, dans le fond, plus on fait de points. Chacun en vaut 1, le milieu en vaut 2, c'est 5 objectifs. Et si on contrôle, dans le fond, les 2 objectifs qui sont du même côté de table, au lieu de faire 2 points pour les 2, on fait 3 points pour les 2.
Et les monstres et les behemoths en dedans de 6 pouces d'un objectif donnent 1 point de plus. Fait qu'une autre dimension, des behemoths, des monstres qui peuvent donner des points additionnels. Et les auxiliaires, on a Defender. Donc, Defender, c'est s'il n'y a aucune unité ennemie complètement dans votre territoire et le territoire est très, très grand. Donc, c'est une zone de déploiement. Là, on a, je pense, c'est le 24 pouces au complet. Là, fait que c'est quand même dans la moitié de table. Donc, très, très intéressant. Et l'autre que j'ai trouvé super intéressant, super cool, je me sens quasiment mal de l'avoir mis, c'est Cornered. Vous réussissez l'objectif, c'est la fin de n'importe quel tour. Vous avez 2 unités qui sont en dedans de 3 pouces du même héros ennemi. J'ai trouvé ça drôle. C'est intéressant. J'ai trouvé ça drôle. Le 5e, Places of Arcane Power. Donc, c'en est un qui est un nouveau que je n'avais jamais mis, en fait, parce qu'avoir un scénario où seulement les héros peuvent marquer des points, donc dans le Realm of Ulgu, le Realm of Shadow, ça reste que pour certains joueurs qui jouent très, très léger en héros, ça peut signifier une défaite hâtive pour plusieurs raisons. C'est vraiment un scénario. C'est un scénario qui va demander à plusieurs personnes de repenser leur liste, peut-être même. C'était ça le but. J'ai plusieurs, puis il en reste encore. J'ai des scénarios qui impliquent les battle lines, j'ai des scénarios qui impliquent les monstres. Et là, je vais avoir aussi un accent sur les leaders, puis je trouve ça intéressant d'avoir une autre dimension. Normalement, dans tous mes tournois, je pense, je mets toujours Total Commitment. Je l'ai enlevé cette année parce que c'est un scénario, en fait, contrairement aux autres, qui est une nouveauté du GHB 2020, qui récompense à avoir des battle lines, qui récompense à avoir des monstres ou des héros. Total Commitment qui, lui, pénalise certaines armées qui ont des unités en réserve. Donc, je voulais enlever Total Commitment parce qu'il pénalise, mais je voulais mettre des scénarios qui récompensent avoir un build qui est plus balancé. Donc, voilà. Donc, c'est un scénario où seulement les héros peuvent remporter. Plus le héros reste en possession d'un objectif, plus de points il marque. Et les 2 objectifs auxiliaires, on a Domination, donc détruire 3 ou plus unités ennemies dans le même tour. Fait que dans un scénario qu'on met l'accent sur les héros, on parle aussi d'unités. Et Pillage, donc on choisit un terrain feature, un terrain complètement dans le territoire ennemi. Donc, qui est relativement petit. C'est un carré, dans le fond, 24 par 24, je pense, le territoire ennemi. Et je dois avoir à la fin de la partie, en fait, à la fin de n'importe quel battle round, si je contrôle l'élément de décor à la fin d'une ronde, et le 6e de Blade's Edge. Donc, Blade's Edge, ça a été aussi le 6e l'an passé. C'est de loin mon scénario préféré dans tous ceux du GHB. Parce que celui-là, dans le fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a 6 objectifs qui sont très, très proches, qui sont littéralement là, les zones, dans le fond, le 6 pouces de contrôle se touchent. Et c'est un scénario, dans le fond, que c'est le seul qui a un désavantage à coller le tour. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette dimension-là. Donc, c'est-à-dire que celui qui est le joueur 2 d'une Battle Round peut retirer un objectif de son choix. Donc, il n'existe plus. Donc, si je colle le tour, ben parfait, ben moi, je t'enlève un objectif que tu contrôles, puis je n'ai pas à m'en soucier. Fait que c'est une belle dynamique à ce niveau-là. Et les auxiliaires, on a Assassinate, donc on choisit un héros ennemi et on doit l'éliminer. Et The Aggressor, donc je dois contrôler tous les objectifs complètement dans la zone adverse. Et ça veut dire que si les objectifs sont enlevés, qu'il en reste seulement un, ça peut être seulement un aussi. C'est ce qui fait ajoute un avantage, dans le fond, à être celui qui ne commence pas, parce qu'on peut retirer les objectifs dans la zone de l'autre pour faire plus facilement l'objectif auxiliaire, vu qu'il reste peut-être un objectif seulement. C'est intéressant. Fait que ça amène une dimension un peu de réflexion, si je peux me permettre. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ce que j'ai choisi pour les scénarios du Grand Clash. En tout cas, moi, je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va faire des listes. Je pense que les joueurs vont devoir réfléchir à quelques possibilités au niveau de leur liste. Malheureusement, en date d'enregistrement de la vidéo, on n'a pas encore la fac. Je voulais attendre pour la fac, mais je me suis dit, bon, c'est rare que c'est des scénarios qui sont impactés. C'est davantage les règles des armées ou les points des unités. Donc, voilà. Fait que c'est ça.
J'aime vraiment ce que tu as fait, Alex. On sent vraiment un équilibre dans les différents scénarios, puis dans les différents auxiliaires qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'archétype en particulier qui va être avantagé. Archétype de liste, on voit vraiment que différentes listes vont avoir plus de facilité ou plus de difficultés sur un ou l'autre des battle plans. Il y a vraiment une diversité qui va créer un certain équilibre, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ben merci, en fait, c'était mon intention. C'est exactement ça. C'est de forcer les joueurs à peut-être sortir un peu de l'aspect netlist, puis peut-être penser à faire une liste qui est peut-être plus généraliste, je me rappelle l'an passé, il y avait un joueur, Xavier Carpentier, en fait, là, que je pense que vous avez déjà reçu sur votre chaîne, si je ne me trompe pas. Bon, Xavier qui était un joueur Fire Slayer et qui avait maintenu sa liste, en fait, qui était très, très forte de Fire Slayer, mais qui était très, très mal équipée pour certains scénarios. Il se dit, c'est ces deux scénarios, dont Total Commitment, qui avait l'unité de Guard en réserve, qui ne pouvait pas bénéficier, fait que son armée était beaucoup plus lente, et un autre scénario qui était Better Part of Valor, qu'uniquement les lignes pouvaient compter, et qui avait juste 3 petites unités de 5 Auric Guard, fait que quand c'est uniquement ça, ton armée qui peut marquer des points, on est dans le côté mou un peu. Fait que peut-être que justement, il va peut-être apprendre de son expérience pour avoir une liste peut-être qui est plus balancée cette fois-ci. On ne le sait pas. Je pense que ça fait le tour pour les éléments qu'on voulait discuter ensemble aujourd'hui. Alex, Danick, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout merci beaucoup pour tout le temps, l'énergie que vous mettez pour l'organisation de cet événement-là. Je suis certain que je peux parler au nom là, de toute la communauté AOS, de tous les participants pour vous dire vraiment merci. C'est des dizaines et des dizaines d'heures que vous engagez. Vous avancez des fonds aussi personnels avant de recevoir pour les réservations des salles, tout ça. Vous prenez un risque financier aussi en quelque sorte, tant que les inscriptions ne sont pas complétées, tout ça. Donc, vraiment, c'est extrêmement apprécié que ce genre d'événement-là puisse avoir lieu. Puis, ça prend des gens qui mettent du jus de bras, comme on dit, pour que ça puisse fonctionner. Donc, merci énormément. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus, les gars. C'est super le fun. Merci de l'invitation. Puis, restez chez vous en attendant, il faut que les exact. d'ici là. Ouais, c'est ça. Avez-vous les mains, portez un masque. Une motivation de plus. On veut que ça soit ça, respectez les consignes, faites-vous vacciner dès que possible pour qu'on ait un clash le plus vite possible. C'est ce qu'on veut tous. Alors sur ce, bon wargaming.